Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes le peuple du Nil. Nous sommes des descendants d'esclaves et de maîtres, conditionnés depuis toujours à l'oubli de notre histoire insulaire. Au bout des siècles qui se sont écoulés depuis l'arrivée de nos ancêtres sur cette île, ont pris place non pas les souvenirs de leur visage, mais des spectres porteurs d'un masque fait de néant et de rêverie, que voilent encore les brumes persistantes de notre angoisse et de notre amnésie. Parler des temps amers de l'esclavage nous confronte inévitablement au point névralgique de notre histoire tourmentée et à la magnétique abomination d'où notre peuple est issu. Mais à qui d'autre que nous revient cette mission d'explorer le passé de notre île? À qui d'autre que nous s'impose cette impérieuse nécessité de connaissance? Comment pourrions-nous autrement pacifier notre âme meurtrie de tant de remugles oppressants et de tant de réminiscences? Madame des Bassins était une agricultrice. Elle était là pour assurer le succès de son habitation. Donc Madame des Bassins est une dame qui assure une gestion de grands colons. Mais c'est une femme, comme beaucoup de propriétaires, pour qui l'esclavage fait partie des réalités sociales, économiques et politiques de tout temps. C'est un système qui est là. Et elle ne se prononce pas sur sa justice ou sur les conditions de vie. Elle en tire profit et elle essaye que ce système se maintienne. Donc on a là, surtout, dans la durée, un cas exceptionnel. 40 ans à la tête d'une plantation, alors que très souvent, c'est 10-15 ans après le décès du mari, la femme a une durée de vie un petit peu plus longue. Elle n'est pas la seule, mais elle est particulièrement remarquable. Elle est particulièrement remarquable par son efficacité, par son souci, par le fait de savoir à la fois faire des affaires, elle a su très bien gérer ses plantations, mais aussi dans une situation difficile. Une maîtresse femme, autoritaire, vénérée et crainte, c'est souvent ça. C'était la richesse en esclaves qui était en quelque sorte la manifestation aussi de la puissance financière de la famille. Car il n'y avait qu'un seul propriétaire qui était plus important, mais c'était l'État. C'était l'État. La gloire, le prestige, l'extrême fortune de Madame des Bassins repose d'abord et avant tout sur la sueur et le travail des esclaves. Les Réunionnais, en fait, ne peuvent pas oublier Madame des Bassins parce que toute son image est liée à l'esclavagisme. Et aujourd'hui encore, pour les Réunionnais, Madame des Bassins, c'est le maître esclavagiste par excellence, et même le maître le plus autoritaire, le plus diabolique. Et à chaque fois que le grand diable a besoin fait coule le volcan, il a besoin fait pète le volcan, eh bien, il prend son chabouk. Et comme Madame des Bassins et chabouk son bande d'esclaves dans le temps, eh bien, lui aussi, il chabouk Madame des Bassins. Et il crie, sauf Madame des Bassins, sauf. Elle est
l'incarnation des abominations d'un système qui est l'esclavage, qui était là présent dans l'île au début de la colonisation et qui meurt en 1846, toutefois une mort symbolique, mais qui meurt en 1846 avec Madame des Bassins. Je vous salue Marie, pleine de grâce. L'histoire de Marie-Anne-Thérèse Ombline des Bassins s'inscrit avant tout comme celle d'une lignée familiale. C'est l'histoire de tout un clan de gros blancs, surnom que l'on donne au grand propriétaire terrien à Bourbon, qui, à travers sa richesse et ses diverses alliances, va parvenir à dominer la grande aristocratie foncière de la Réunion au début du XIXe siècle et à gouverner, du moins à influer considérablement sur l'existence et le destin de l'île tout entière. À sa mort, la fortune de Madame des Bassins est estimée à 1 600 000 francs. Le testament qu'elle rédige le 20 juin 1845, soit 1 an avant sa mort, en donne de nombreux détails. Sur sa propriété de Saint-Gilles, les terrains sont estimés à 502 500 francs. Les 295 esclaves à 428 150 francs. Sur la propriété de Bernica, les terrains ont une valeur de 266 000 francs et les 111 esclaves sont calculés à 151 750 francs. La liste est longue. À titre de comparaison, à la même époque, seuls 3% des Parisiens possèdent plus de 500 000 francs. Une telle fortune, c'est du jamais vu à Bourbon. Elle fut sans nul doute la plus célèbre femme du pays. Le parcours de cette dame créole devenue légendaire épouse de façon remarquable le destin de son île elle-même. Au cours de sa très longue existence, Madame des Bassins vivra en effet, comme par résonance, la grande métamorphose de Bourbon. On ne peut comprendre la vie et l'œuvre de cette femme sans la resituer dans l'histoire de son île et sans revenir aux origines mêmes de son peuplement. Bien, les ancêtres des Bassins, comme les habitants de Bourbon au début, ce sont d'abord d'une part des engagés. C'est-à-dire que la Compagnie des Indes, pour développer Bourbon, a engagé du personnel. Elle engage donc des volontaires en essayant de choisir des artisans qui conviennent à ses besoins. La Compagnie des Indes a un double objectif. Il faut avoir un personnel spécialisé pour s'occuper de marine et il faut avoir aussi des colons qui cultivent la terre. La compagnie, à l'origine, ne souhaite pas véritablement établir une escale, comme ça va être le cas plus tard. Elle souhaite au contraire davantage de navigation en droiture, et pourtant, assez rapidement, la nécessité d'une escale, on va dire de rafraîchissement, pour refaire le plein de vie, va s'imposer. Or, tous les essais qui vont être faits sur les Comores, sur Madagascar, se révèlent en fait des échecs. On ne peut pas non plus s'appuyer sur le cap qui est hollandais, et donc progressivement, notamment, il me semble, à partir des années 1696-1705, on voit le rôle de Bourbon s'affirmer assez clairement. À savoir que, vu de Pondichéry, Bourbon est l'escale idéale. Alors cette compagnie des Indes bénéficie, c'est la particularité de ces compagnies à charte, comme on dit, de privilèges. Elle a le monopole du commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance. Le cap de Bonne-Espérance, c'est une limite géographique, bien sûr, que tout le monde connaît, mais pour le commerce colonial français, c'est une limite juridique. Sur les bateaux de la Compagnie des Indes, à destination de l'Asie, des Mascareignes, on trouve bien sûr les marins de la compagnie, alors du mousse jusqu'au capitaine. Beaucoup
on le sait parce qu'on a des témoignages dans les archives, et c'est aussi le cas d'ailleurs de certains passagers qui fuient tout simplement la misère. Ça, on le sait très bien, donc il y a vraiment l'idée d'aller faire fortune en Inde, par exemple, elle est réelle, hein, et la misère, notamment de certains mousses, de certains matelots, les pousse à fuir la Bretagne très largement, ou l'ouest de la France. L'ancêtre de Henri-Paulin Panon des Bassins, surnommé l'Europe, était un charpentier de marine. Et donc ces gens-là se sont établis dans l'île au début du XVIIIe. D'abord, ils ont, je crois, travaillé comme artisans, et puis ils ont eu aussi des concessions de terres, et ils sont rapidement mis en valeur ces terres, avec un afflux d'esclaves à partir de la deuxième décennie du XVIIIe siècle, et pour en particulier faire la culture du café. Et du coup, c'est comme cela que les colons, qui étaient au départ surtout des artisans, sont devenus progressivement des hommes de la terre, et ils ont agrandi leur domaine à mesure qu'ils s'enrichissaient par la vente surtout du café en France et en Europe, et aussi par d'autres produits, peut-être comme les alcools qu'on tirait de la canne à sucre et qu'on vendait aux bateaux de passage. Alors les Desbassins ne sont pas appelés Desbassins tout de suite, ils s'appellent en fait Panon. Alors ils accèdent à cette aristocratie, on va dire par usurpation en quelque sorte, sans noblesse même, hein, en prenant le nom par exemple de Panon Desbassins, parce que sur la propriété il y avait ce qu'on appelle des bassins. En venant ici et en pratiquant l'esclavage, eh bien, comme ils ne travaillent plus de leurs mains, ils deviennent nobles. Cette île fonctionne. Pour ces premiers colons qui viennent, eh bien, fonctionne comme une savonnette à vilain. Ces familles de premiers colons qui réussissent vont donc s'enrichir de 3 façons différentes. D'abord, généralement, ces pionniers s'enrichissent en fabriquant du vin de canne, de l'alcool clandestin, qu'ils revendent ensuite dans la colonie. Ce fut là d'ailleurs la principale et initiale source de revenus de Panon l'Europe, l'ancêtre des Desbassins. Ensuite, ils s'enrichissent en trafiquant avec les pirates, qui se sont repliés de la zone Caraïbe d'où ils ont été chassés et qui se sont installés dans l'océan Indien. Ces pirates possèdent du numéraire, de l'argent, que n'ont pas les colons. Et ces colons vont tenter de capter cet argent, notamment en mariant leurs filles aux forbans. Enfin, ils s'enrichissent en se lançant à partir du XVIIIe siècle dans les cultures de spéculation successives. Le café d'abord, puis le coton, et quelques décennies plus tard dans le sucre. Le mari de Madame Desbassins, Henri-Paulin Panon des Bassins, troisième du nom, va naître dans la période d'essor du café. En 1715, ce sont sans doute les Malouins qui ont largement contribué à développer cette implantation du café ou ce développement du café en transférant en quelque sorte la greffe du café moka, qui va être sans doute extrêmement importante. En tout cas, vu de l'Orient, Bourbon, c'est le café. La Compagnie des Indes va procéder à l'implantation des premiers caféiers en 1715 sur l'île Bourbon, et cette culture va trouver un essor spectaculaire, notamment à partir, on dit, de l'arrivée de Maël Bourdonnais, qui va vraiment inciter les colons à développer ces cultures. C'est le 15 février 1731 qu'Henri-Paulin Panon des Bassins, le futur époux de Madame Desbassins, voit le jour. Il fait, comme son père, ses études à Pondichéry, qui est alors le centre culturel d'enseignement français le plus proche de la colonie, le plus réputé pour son savoir et la qualité de son éducation. Toutefois, c'est à 19 ans que sa vie prend un véritable tournant. Henri-Paulin, en effet, s'engage comme volontaire sous les ordres du commandant Dupleix, au bataillon de l'Inde, dans le but de défendre les intérêts coloniaux français que menacent les Anglais.
Il s'est enrôlé très jeune dans un régiment qu'on appelait les volontaires de Bourbon. Il faut voir que tout le XVIIIe siècle a été marqué par les guerres entre la France et l'Angleterre, ou plus exactement entre la Compagnie française des Indes et la Compagnie anglaise des Indes. En fait, c'était des compagnies de commerce rivales, et ce sont ces compagnies qui se battaient pour la suprématie dans l'océan Indien. Et donc, il y avait toujours des créoles de Bourbon qui se battaient en Inde. C'est devenu une tradition, donc enfin une tradition relativement récente, parmi les habitants de Bourbon, de servir dans ce que l'on appelle les troupes coloniales. Ils sont bien formés, n'est-ce pas, parce qu'ils participent aux milices. Les milices, c'est la défense locale des îles. Mais également, en cas de guerre, donc ils peuvent intervenir, en particulier en Inde, en particulier à Pondichéry. Il défend les intérêts, sa famille est déjà dans la défense des intérêts français. Sa fortune en dépend d'ailleurs, puisque les îles représentent un relais important entre Port-Louis et les Indes. Et il a été blessé gravement au bras dans un combat contre les troupes anglaises, ce qui l'a rendu, dit-il, estropié. En fait, il avait le bras droit qui était en grande partie inutilisable. Il a obtenu la croix de Saint-Louis, n'est-ce pas? La croix de Saint-Louis, c'est la récompense militaire suprême. C'est l'équivalent, si vous voulez, un peu, si l'on doit donner une comparaison, mais c'est différent. Mais enfin, c'est la croix de la valeur militaire, l'équivalent de la Légion d'honneur. Il va retourner plus tard meurtri parce que la France a perdu la guerre de ces temps. Donc il va rentrer à Bourbon et là, il va retrouver sa famille. Il n'est pas encore marié. Il est encore célibataire. Se sentant appelé à endosser bientôt le poids de l'héritage familial, il se doit de trouver une épouse qui lui donnera une descendance. C'est ainsi, à ce moment de sa vie, qu'il rejoint la mission tellement essentielle et problématique de ses ancêtres, les pionniers du peuplement de l'île. C'est un phénomène récurrent. Dans ces colonies où il n'y a rien au sens propre, c'est pas une figure de style, et c'est extrêmement difficile de faire venir des femmes d'Europe. C'est la grande difficulté du peuplement de ces colonies. Quand commencera l'esclavage, il y aura des femmes. Et il y aura un métissage, que souvent on ne veut pas admettre, on ne veut pas avouer, mais il y aura un métissage originel. Il est possible qu'il y ait, ça c'est certainement une volonté de la famille, si vous voulez, on retrouve d'ailleurs dans d'autres colonies françaises la même attitude, c'est une volonté effectivement de rester toujours, de conserver ce que l'on appelle à l'époque la pureté du sang, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'éviter des métissages. Cette famille des Bassins va être une exception, ou une quasi-exception, en refusant, au moins dans les faits, le métissage. Alors c'est une situation exceptionnelle, qui s'explique peut-être par une assise foncière, par une fortune qui commence à devenir importante dans cette société qui est par ailleurs relativement pauvre. Ce sont des gens très modestes qui vivent comme ils peuvent. Là, on a une famille qui monte dans la société et qui va pouvoir choisir en quelque sorte des stratégies matrimoniales, des stratégies d'alliance matrimoniale. Ombline, la future Madame des Bassins, est avant tout, si l'on peut dire, une femme bien née. Elle voit le jour le 3 juillet 1755, dans une famille des plus fortunées de l'île. Les naissances se passent dans des conditions difficiles. Et la formation même des médecins de l'époque, on était en train de mettre en place des cours d'obstétrique, mais l'île ne bénéficie pas de cet apport. Et les mères, quand elles mettent au monde des enfants, eh bien, sont vraiment entre la vie et la mort. Monsieur Gonod! Monsieur Gonod! Marie-Thérèse! 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 Non! Non! Marie-Thérèse!
Néanmoins, les tout premiers instants de son existence vont s'inscrire dans une véritable tragédie. La naissance d'Ombline est dramatique, puisque le jour de sa naissance, sa mère meurt. Donc elle va être marquée par ce drame dans son enfance. Elle n'aura pas de maman. Et fait rarissime à l'époque, c'est qu'elle va demeurer la fille unique de Julien Gonod-Montbrun. Alors ça, c'est extraordinaire. Gonod a ensuite fait un deuxième mariage, mais il n'a pas eu d'autres enfants. Et cela explique, c'est une des raisons de la fortune du couple des Desbassins. Et d'ailleurs, Henri Paulin, dans une lettre à son ami Gérard, écrit de façon peut-être un peu cynique, je suis marié, très heureusement, à la plus riche héritière de l'île. Et ce mariage unit deux familles qui allaient mettre en commun leurs ressources et du coup créer un véritable empire terre et de fortune, une fortune considérable. Maintenant et à l'heure de notre mort. La jeune et innocente Ombline va ainsi se trouver mariée en 1770, soit un peu avant ses 15 ans, à Henri Paulin Panon Desbassins, qui approche quant à lui de la quarantaine. Panon Desbassins, je vous unis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'amour du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ombline, par cette alliance, je te fais mienne. Aussi, l'hypothèse du mariage d'affaires, pour lequel Ombline n'aurait eu qu'une bien faible marge de décision, est une hypothèse qui touche clairement à l'évidence. Ombline Gonod-Montbrun, devenue Madame Desbassins à l'âge de 15 ans, va incarner cette épouse providentielle qu'espérait tant son mari. Ombline va avoir, durant sa vie de femme, 13 enfants. Il n'y a que 9 qui survivent, mais elle aura quand même 13 accouchements. Elle répond rapidement aux attentes, jouant son rôle de ventre maternel et de procréatrice de la dynastie. Elle sera ainsi enceinte presque sans interruption pendant 2 décennies. Quatre filles et 5 garçons vont naître puis assurer la postérité de la dynastie des Desbassins. L'année 1780 signe le grand départ des 3 jeunes fils aînés de la famille pour la France. Ils doivent en effet rejoindre le Collège royal de Sorèze, en Languedoc, car les possibilités de les éduquer convenablement dans l'île sont jugées trop réduites par leur père. Alors, Ombline, comment est-il? Notre garçon est bien loin de comprendre que ça l'après arriver. Ça va Sorèze pour de l'éducation. Monsieur Launay va amener Zot jusqu'à là-bas. Et mal les retrouve à Zot tantôt. Et à moi? Nous fait ça pour Zot, Ombline. Nous fait ça pour Zot. La volonté de donner une instruction à ses enfants. Eux-mêmes étaient déjà instruits, ils savaient lire et écrire, bien sûr, ils avaient eu une instruction, mais ils sentent la nécessité de donner une instruction. Alors, on ne peut pas trouver sur place, à l'époque, à Bourbon, l'instruction suffisante. Et donc Desbassins a pris la résolution d'envoyer ses 3 fils aînés, qui étaient tout à fait des enfants, le dernier n'avait même pas 8 ans, faire leur formation en France au collège de Sorèze, un collège bénédictin qui se trouve dans la région de Toulouse.
Il est certain que le départ de ces enfants a dû beaucoup toucher Ombline des Bassins. C'est donc une décision très importante et c'est pour aller rendre visite à ces enfants que Henri Paulin a fait son premier voyage en métropole en 1782. Et puis ensuite, il a trouvé que la formation en France était tellement bonne qu'il a décidé ensuite d'envoyer ses 4 enfants suivants toujours faire leur formation en France, 2 filles et 2 garçons. Alors ce qui était original surtout, c'est qu'il y avait 2 filles. Nous sommes à cet instant de la vie d'Ombline des Bassins, à un point de bascule dans l'évolution de sa personnalité. La perte progressive et douloureuse de ses enfants qui doivent partir pour leur éducation en France, comme les voyages successifs de plusieurs années que devra effectuer son époux en vue d'assurer le suivi de la formation de leur progéniture. Tout cela va induire pour cette femme un isolement et la mise en confrontation avec les responsabilités de la gestion de leur propriété. Ombline va devoir changer, puisqu'on l'a laissée seule aux commandes de l'habitation. C'est à partir de ce moment, dans les épreuves qui se jouent pour elle, que va naître la véritable Madame des Bassins, celle dont l'image aura traversé le temps et nourri la légende. L'histoire et la légende ont un même but. Peindre sous la femme momentanée, la femme éternelle qu'est encore aujourd'hui Madame des Bassins. La gloire, le prestige, l'extrême fortune de Madame des Bassins repose d'abord et avant tout sur la sueur et le travail des esclaves. Il faut rendre hommage à leur présence dans l'habitation. Tout le travail qui a construit ce pays, c'est aux esclaves qu'on le doit. Depuis 1770, le domaine des Bassins n'a cessé de s'agrandir et de prospérer grâce à une main-d'œuvre d'esclaves importés de Madagascar et de la côte orientale de l'Afrique. La vie de ces travailleurs, ici comme partout ailleurs dans les colonies, se trouve réglementée par le Code noir, qui laisse aux propriétaires d'esclaves toutes les prérogatives de la justice domestique. Le système de l'esclavage se trouve à la base même du fonctionnement de ces domaines coloniaux. L'esclavage est même l'arc-bout-de-temps primordial, la condition sine qua non de cette société de plantation qu'est l'île Bourbon. La production caféière du domaine des Bassins, café d'excellente qualité, alimente d'ailleurs les magasins du roi et sert de troc à l'importation de divers articles dont l'île se trouve démunie. La culture du café nécessite cependant un travail pénible. Même si la belle époque du café est à présent révolue, le café Bourbon, dont s'enorgueillissent les propriétaires de l'île, est encore réputé. Et personne n'a encore trouvé la culture idéale pour le remplacer. Les esclaves du café sont donc légion à Bourbon. Bon nombre de ces esclaves de pioche vivent leur existence comme un calvaire. Combien d'entre eux aimeraient plutôt être esclaves à talent, commandeurs, artisans, menuisiers, cuisiniers, travailler dans les bas. Mais les places sont chères et la méfiance des maîtres demeure un obstacle. L'esclavage est un monde complexe. Il n'y a pas un type d'esclavage, mais plusieurs types d'esclavage. L'esclavage des domestiques, l'esclavage des esclaves piocheurs, l'esclavage des esclaves artisans, ce n'est pas la même forme, le même type de traitement. Mon petit-fils, nos enfants. Donc c'est un monde divisé, un monde complexe et des situations naturellement différentes en fonction du poste occupé par l'esclave. Mais les châtiments sont les mêmes pour tous. Si l'on enfreint les règles très strictes de l'habitation, alors les punitions tombent. Que l'on soit un esclave de pioche, un esclave à talent ou un commandeur. Quel que soit son statut, on peut être l'objet de châtiments.
La réalité est bien celle d'une répression sans pitié et souvent exemplaire des esclaves récalcitrants, dans le seul but de décourager d'autres velléités semblables sur l'habitation. Madame des Bassins s'est totalement appuyée sur le Code noir. Le socle juridique de l'esclavage s'appuie sur le Code noir qui, on le sait, a été appliqué à La Réunion en 1724, mais qui date de Colbert, 1685. On voit bien que pour elle, l'esclave, c'est d'abord un objet, comme le dit l'article 9. L'esclave est réputé meuble. Son testament de 1845 le confirme. Elle le met effectivement dans la liste de ses biens, un certain nombre d'esclaves, ses meubles, etc., qu'elle doit léguer. L'esclave est aussi, dans le Code noir, soumis à des sanctions. Et les sanctions, dans la propriété de Madame des Bassins, il n'en manquait pas. Des tortures, des flagellations, des coups de fouet, des mises au fer. Donc, Madame des Bassins ne se différencie en rien des autres propriétaires de cette période-là. Force est de constater aujourd'hui que, dans la mémoire insulaire, 2 siècles après la fin du couple des Bassins, l'aura et l'ombre de Madame des Bassins ont largement éclipsé la personnalité et l'image de son époux. On peut estimer qu'il s'agit là d'une sorte d'injustice de l'histoire. Henri-Paulin Panon des Bassins était tout sauf un homme dénué de personnalité. C'est même dans cette personnalité sans doute complexe, sûrement audacieuse, que se situent les ferments de la réussite et de l'essor de cette dynastie créole. Autre détail important, il est franc-maçon. Oui, la maçonnerie se développe au cours du XVIIIe siècle, elle se développe à partir de l'Angleterre surtout, et elle se développe en Europe. Mais elle se développe aussi beaucoup dans les colonies européennes. Aussi bien aux Antilles qu'aux Mascareignes, on trouve donc cette présence de maçons. Les maçons sont très nombreux dans le personnel navigant, parmi les marins, et également très nombreux dans les troupes, et donc de là, sont nombreux dans les colonies. Il faut rappeler quand même que la franc-maçonnerie, à cette époque, est une sociabilité d'élite. Elle ne va atteindre les classes moyennes que tardivement, et les classes populaires jamais. À cette époque. Les gens du peuple ne sont pas dans la franc-maçonnerie. Et dans l'île Bourbon, toute une série de loges se sont créées, la première étant à Saint-Denis, qu'on appelait la Triple Espérance, et c'est ensuite des loges qui se sont créées à Saint-Paul, à Saint-Benoît, enfin tout un réseau de loges maçonniques dans lequel on voit fréquenter tout ce qui est l'aristocratie réelle ou matérielle de l'île. Pour Henri Paulin, il y a aussi une autre dimension. Il est certain que la maçonnerie, c'est aussi des amitiés. Quand Henri Paulin voyage, il est reçu dans des loges. Avoir des relais maçonniques dans la grande métropole qu'est Paris, c'est un avantage considérable. C'est-à-dire on n'arrive pas inconnu. On se présente au Grand Orient, on se présente dans les différentes loges et on est déjà, on fait partie de la famille en quelque sorte. C'est un avantage considérable par rapport à celui qui arrive anonymement en quelque sorte. Alors je ne veux pas dire par là que l'adhésion à la franc-maçonnerie est uniquement utilitaire, mais c'est vrai qu'il y a à travers le monde colonial une solidarité, une sociabilité maçonnique incontestable. Dans les loges, on reçoit les francs-maçons qui viennent des colonies. C'est lorsqu'il juge que la paix est définitivement revenue sur les océans qu'Henri-Paulin Panon des Bassins se décide à accomplir son long périple vers la France. Une telle traversée exige pas moins de 4 mois en mer. Il va embarquer le 20 décembre 1784 à Bourbon et laisser au pays sa jeune épouse de 30 ans, ainsi que 4 de leurs enfants. C'est à sa femme, Ombline, que l'homme a confié par le biais d'une procuration générale la direction de leurs exploitations. Toutefois,
Il offre également toute sa confiance à son beau-père, Julien Gonod-Montbrun, dans la gestion de sa famille et de ses biens. Les enfants des Bassins avaient été scolarisés en 1780. Et Henri Paulin se préoccupe de l'avenir de ses enfants. Donc, 2 ans, 3 ans après, en 1784, en décembre 1784, il veut savoir comment s'organise cette instruction. Ses enfants ont été envoyés seuls. Je me suis embarqué le 20 décembre 1784, à bord du vaisseau Les Deux Cousins, à 4 heures après-midi dans la pirogue de M. Denmont. Il m'a conduit jusqu'à ce que je sois embarqué. Le vaisseau, commandé par M. Carreau, est du port de 3 à 400 tonneaux. Il est doublé en cuivre. Nous avons appareillé dans la nuit du 20 au 21. Et sur le déclin du jour, l'on ne découvrait plus l'île. Le cap de Bonne-Espérance, nous y sommes. Alors Henri Paulin est parti pour la France à la fin de l'année 1784 et il est passé par le cap de Bonne-Espérance, qui était une colonie hollandaise. Et depuis toujours, enfin depuis longtemps tout au moins, les relations entre les Hollandais et les gens des Mascareignes étaient étroites et il y avait d'excellents rapports. Je me suis pourvu de biscuits, de raisins secs et frais, d'amandes sèches, de pommes et de poires. Le 26 janvier 1785, à 8 heures du matin, nous embarquâmes dans le même bateau. J'ai été 2 jours malade du mal de mer. Ma chambre était si petite que mon lit était trop court, de 6 pouces. Cela m'incommodait beaucoup et je craignais qu'à la longue, cela ne m'insupporte. Heureusement pour moi, M. Carreau, notre capitaine, a eu la complaisance de m'offrir sa chambre et de m'engager fortement à l'accepter. Il me fit tant d'instances que je l'ai accepté et je fus fort bien couché. Le 27, nous mîmes voile à 10 heures du matin, ainsi que l'Apollon, frégate du roi. À midi, nous étions au travers de l'île Robben. C'est vrai. J'ai encore été malade du mal de mer 1 ou 2 jours. Rassurez-vous, monsieur. Ça va passer. Vous irez mieux dans quelques jours. Le 7 février, à 5 heures du matin, nous vîmes l'île de Sainte-Hélène. Nous comptions en être à 80 lieues. Le 23 février, nous avons passé la ligne de l'équateur et fait le baptême des novices. Il y a eu de baptisés, Madame du Coudray, les 2 demoiselles Avril et Séverin. Ce fut un moment de joie dont nous eûmes à nous souvenir plus tard. Enfin, le 22 avril 1785, nous avons vu la Terre à environ 4 heures du soir. Nous courûmes dessus jusqu'à la nuit et nous mîmes en panne jusqu'au lendemain à l'aube. Et le 23, à 10 heures du matin, nous jetâmes l'ancre à Groix, non loin de l'Orient. Je crois que c'est à cet instant précis que je me suis souvenu d'Ombline. J'ai repensé tout à coup à ce sourire si triste qu'elle m'avait lancé le jour de mon départ. Ma pauvre petite épouse. Toute cette distance que j'avais mise entre elle et moi venait soudain à m'angoisser. Quel fardeau ai-je placé sur tes frêles épaules, Ombline? Quel fardeau! Le schéma du colon non résident est classique.
La vraie vie, si on peut dire, hein, le vrai pouvoir est en France, entre Versailles et Paris. Bon. Dans les îles, on est très éloigné de tout ça, on est très à l'écart, et ceux qui le peuvent ont une double vie, si j'ose dire, c'est-à-dire une vie en partie en métropole, s'ils ont les moyens, évidemment, sous le regard du roi. Donc Versailles, c'est les grands colons qui ont accès à la cour, etc. Et pendant ce temps-là, la plantation, l'habitation, puisque c'est le terme du XVIIIe siècle dans le monde français, est gérée par quelqu'un d'autre, par un procureur, par un intendant, par un notaire. Bon, là, il se trouve que c'est son épouse qui va rester et qui va gérer. Projeté dans le monde des affaires, un monde fermé, composé d'hommes qui ne conçoivent la présence des femmes que pour embellir leur soirée ou pour s'occuper des enfants, Omblin se retrouve ainsi à la tête de l'immense propriété, objet de toutes les convoitises de la part de l'aristocratie créole de l'époque. Ce esclave-là, il appelle Neptune. Il a besoin d'être dressé, on dirait. Tu la fine debout comme ça devant monsieur mon mari? Je vous dis vrai, première fois lui voilà, il fait ça, madame. Ah, parce que c'est mort. Alors écoute à moi bien. À soir au vache à Boucali. Après ça, donne pas son pitance. La fille unique de Julien Gonod-Montbrun va endosser pleinement ses habits de maîtresse d'habitation et afficher d'emblée toute son autorité. Lorsque son mari part en France pour finalement donner une éducation solide à ses enfants, Omblin gère les biens de la famille grâce au soutien de sa famille, c'est-à-dire de son père, et grâce aussi au régisseur. Elle n'est pas seule à assurer cette gestion. Pendant que sa femme fait face aux impératifs de leur domaine à Bourbon, Henri Paulin Panon des Bassins retrouve le 25 juin 1785 ses 3 fils au Collège royal de Sorèze, dans des effusions de joie et d'affection qui lui feront écrire dans ses mémoires des lignes d'une grande émotion. Ils arrivent tous les 3. Quel moment de joie pour moi et pour eux. Je les vois, rieurs, gais et joyeux. Je les embrasse. La parole me manque. Je pleure sans pouvoir retenir mes larmes, ni rien dire. Le supérieur du Collège royal m'engage à aller faire un tour de jardin avec mes enfants. Il faut être un père pour sentir et goûter ce plaisir. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Mais avant ce jour mémorable des retrouvailles avec ses enfants, il s'est passé plusieurs mois, au cours desquels Henri Paulin Panon des Bassins a eu l'occasion de visiter Paris et la France. L'homme n'a pas non plus perdu de vue qu'il était venu là également pour ses affaires. Pourquoi venir en France? Parce que c'est se rapprocher du pouvoir, se rapprocher des lieux de la sociabilité savante. Alors bon, on pourra évoquer la franc-maçonnerie, mais les salons, etc. On ne fréquente pas les mêmes salons quand on est à Bourbon et quand on est à Paris ou à Versailles, c'est clair. Hein, on n'a pas les mêmes relations, on n'a pas le même horizon intellectuel et le même horizon politique. C'est très clair. La vie dans les colonies, il ne faut surtout pas l'oublier, est une vie quand même très recluse, très à l'écart. En 1785, on voit bien qu'il ne connaît pas l'Orient, mais en fait qu'il a des contacts. Et donc il va loger chez Jean Gérard. Et avec Jean Gérard, il va faire la tournée, en quelque sorte, des élites lorientaises. Il va être reçu chez le maire Esnou des Châtelets. La famille Gérard était devenue une puissance commerciale à l'Orient, et c'est avec eux que des Bassins a fait beaucoup d'affaires. C'était à la fois donc un ami et son homme d'affaires privilégié. Malgré ces relations, Henri Paulin Panon des Bassins doit faire face à certaines difficultés, liées principalement à son inexpérience. La première péripétie qu'il doit traverser dès son arrivée en Bretagne est à ce titre très significative.
Ce grand colon de Bourbon est confronté à l'emprisonnement, puis au renvoi forcé de son esclave Séverin, en vertu d'une ordonnance royale interdisant l'introduction d'esclaves en France. Oui, il y a effectivement un épisode assez curieux, parce que donc Desbassins est venu accompagné de son esclave Séverin, mais lorsqu'il débarque à Lorient, cet esclave est saisi par les autorités et ensuite, manu militari, il est renvoyé à l'île Bourbon, car il y avait un édit royal qui interdisait d'importer des esclaves en France. Selon une espèce de coutume qui n'était pas écrite, on disait que le sol français affranchissait. Et donc, il ne devait pas y avoir de gens esclaves sur le sol français. Arrière, le nègre. Tu as de la chance. Ton maître s'est montré généreux. Qu'est-ce que t'attends? La règle ancestrale, si on peut dire, puisqu'elle remonte au XIIIe siècle, c'est qu'il n'y a pas d'esclaves en France. C'est la devise de la monarchie. La terre de France rend libre. Quiconque pose le pied sur le sol de France est libre. On ne soulèvera pas le problème de la contradiction que dans les colonies, il y a des esclaves partout. Bon, sur le sol de France, il n'y a pas d'esclaves. Or, avec l'essor, le progrès, l'enrichissement des colonies et des colons, il y a de plus en plus, au XVIIIe siècle, de plus en plus de colons qui viennent avec leurs esclaves en métropole pour 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin, avec leur... Alors, pendant longtemps, ça ne pose pas beaucoup de problèmes parce qu'ils ne sont pas très nombreux. On ferme les yeux. Bon. Et puis, la multiplication de cette présence d'esclaves en France va soulever des protestations, des problèmes. On va parler de... un terme qui fait frémir aujourd'hui peut-être, hein, l'altération de la pureté du sang français. Parce que ces esclaves, ben, ils vont avoir... il y a beaucoup de femmes parmi ces esclaves, et ce sont les maîtresses souvent des maîtres. Elles vont avoir des relations avec des Français, il y en a même qui vont se marier. Donc on a peur d'un métissage généralisé en France, c'est un fantasme du XVIIIe siècle. Et on va donc obtenir du roi une réglementation de la présence des Noirs et gens de couleur en France. Et puis il y a le cas des maîtres qui ne connaissent pas le règlement, qui ne veulent pas l'appliquer, qui viennent avec leurs esclaves. Et parfois, donc là c'est le cas qui est arrivé avec cet esclave Séverin, c'est le cas là, on l'aurait expédié. Mais le point d'orgue, l'apothéose du voyage d'Henri Paulin Panon Desbassins en France, se déroule le 12 juin 1785. Ce jour-là, il se rend à Versailles pour voir le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. Henri Paulin racontera dans ses mémoires du premier voyage sa rencontre avec le roi de France en ces termes. Au moment où j'ai vu le roi, j'ai senti un mouvement de joie que je ne peux pas exprimer. C'est un joli prince qui a une bonne figure, un air gai. À en juger par sa physionomie, c'est un bon roi. L'homme sera ainsi aux premières loges pour assister au repas du roi et de la reine, et symboliquement, aux derniers instants de la monarchie française. Alors, il se trouve que Desbassins a eu la chance d'aller à Versailles parce qu'il connaissait bien des jeunes gens qui étaient officiers dans la garde royale et qui donc ont permis de l'introduire à Versailles, et il a assisté comme cela à un des repas pris par la reine et le roi, enfin de façon très rapide, avec comme beaucoup de courtisans. Il était évidemment très admiratif de la famille royale. Il faut voir que même c'est un ancien militaire qui s'est beaucoup battu pour la France. Et donc c'était un monarchiste convaincu, mais comme l'était à 99% la France de l'époque. Tous ces déplacements et toutes ces rencontres extraordinaires vécues par ce grand colon de Bourbon induisent un contraste puissant avec l'immobilité, la fixité dans l'île de son épouse. Ombline Desbassins, elle, ne bouge pas, ne voyage pas.
mais c'est comme pour mieux s'enraciner et grandir en elle-même. À Bourbon, la solitude et la charge de ses responsabilités la conduisent sans doute à s'endurcir. Elle change, elle aussi, prenant corps littéralement dans l'habitation coloniale qu'elle gouverne, ne faisant bientôt plus qu'un avec elle. Dans une lettre datée du 18 janvier 1786, Henri Paulin Panon Desbassins annonce son retour dans l'île à Omblin. Ma très chère femme, je t'écris cette petite lettre pour te dire que je suis prêt à m'embarquer sur le vaisseau La Ruche, qui doit partir de ce port le 22. Embrasse de tout mon cœur nos chers enfants. Je t'aime tendrement. Je vois, pour que je sois heureux, qu'il faut que je sois où tu es. Tu m'es toujours présente en idée. Depuis que j'ai vu le vaisseau sur lequel je dois passer, je suis impatient. Je m'ennuie et voudrais être parti. Je t'embrasse encore, ma chère femme, et suis ton fidèle mari. Si Henri Paulin Panon Desbassins revient comme promis à Bourbon, le fait est qu'il ne tarde pas à remettre les voiles. Et pire encore pour Omblin, en emmenant 4 de leurs derniers enfants avec lui. Ses 2 filles aînées, Euphrasie et Mélanie, et ses 2 cadets, Joseph et Charles. Et donc, c'est à ce moment-là, surtout, que Madame Desbassins, je pense, a pris en main la gestion de l'habitation et qu'elle est devenue véritablement cette femme qu'on voit ensuite se manifester au XIXe siècle, qui est la femme qui dirige d'une main très forte, souvent, les propriétés. L'absence prolongée de son époux, retenu en France par les événements, va entraîner Omblin Desbassins au-devant de grandes décisions et de grandes responsabilités. Au fil des années, faisant sans doute office de palliatif face aux tourments de la solitude, la religion va conquérir chez elle une place de plus en plus considérable. Dimanche, nous marierons mon forgeron Constant et la lavandière Marie-Louise. Ils sont jeunes, ils nous feront une bonne portée. Je songe aussi à marier mon bon Drosin. Il est vieux maintenant, mais il m'a fort bien servi. Je vais lui donner la petite Agathe. Elle est toute fraîche, ça lui fera grand plaisir. Dieu vous guide toujours dans vos choix, Madame Omblin. Je fais entière confiance à votre jugement en ce genre d'affaires. Sur ces terres de Saint-Gilles-les-Hauts, où elle règne sur l'heure et le malheur de centaines d'esclaves, Madame Desbassins est bien la reine incontestée de l'habitation. Elle gère son domaine comme une véritable entreprise, et à mesure qu'elle fait croître ses terres, elle n'a de cesse de vouloir augmenter également sa main-d'œuvre servile. La très chrétienne Omblin va donc favoriser le mariage de ses esclaves sur son domaine. Il s'agit pour elle de les marier avec bon sens, afin, selon elle, d'induire un climat apaisé au sein de la communauté de ses esclaves. Agathe! Agathe! Madame veut faire mariage avec Drosin! Non! Non! Non, mais il veut pas, non! Esclave Agathe, esclave Drosin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Madame Desbassins apparaît certainement comme un personnage pieux et on
dit qu'elle encourageait le mariage de ses esclaves. Alors, est-ce qu'elle encourageait ce mariage uniquement pour des raisons en quelque sorte religieuses? C'est difficile à le dire, mais il est bien certain que le mariage avait un double avantage. D'une part, de stabiliser les esclaves, qui, une fois mariés, en quelque sorte, avaient moins tendance à fuguer et à divaguer. Et par ailleurs aussi, ça permettait de faire procréer les esclaves à un moment où la traite allait être, tout au moins officiellement, suspendue. La religion sert effectivement de point d'appui à Madame des Bassins pour mettre en place sa politique à l'intérieur de son habitation. On est là dans une politique de reproduction, je dirais, du bétail de l'esclavage. Les femmes noires avaient bien une double fonction, celle de travailleuse et celle de génitrice, en vue d'alimenter le domaine en population servile. La femme esclave, propriété des maîtres, était également à leur entière disposition. Les femmes ont d'abord et souvent été des objets de reproduction pour les maîtres, et dans la propriété de Madame des Bassins, ça se passait aussi de cette façon-là. C'est-à-dire qu'en fait, elles étaient utilisées par le biais des relations forcées, comme ventre, pour créer un cheptel, la chair à plantation, je dirais. Ces femmes esclaves sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. Tous les propriétaires, tous les fils de propriétaires, à mon sens, connaissaient une initiation amoureuse avec une minorité de femmes esclaves. Et c'est pourquoi aussi il y a toute une population d'esclaves qui est apparentée par les liens du sang à la famille des maîtres et qui va d'ailleurs se retrouver dans la proximité immédiate, géographique et sociale de ces propriétaires. Est-ce que le propre mari de Madame des Bassins a eu des relations avec des femmes esclaves? Aucun document, évidemment, ne l'affirme. Lui-même se présente comme un homme assez psychorigide. Cependant, les journaux qu'il a faits de ses voyages en France montrent qu'il est très sensible au charme féminin, pour ne pas dire plus, et je dirais quant à moi que c'est inévitable qu'il ait eu des relations avec des femmes esclaves. Le XVIIIe siècle était très caractérisé par l'abondance des prostituées. Monseigneur. À Paris, il y avait une population qu'on peut estimer à 700 000 habitants. Mais sur ces 600 000 habitants, on peut penser qu'il y avait 30 000, voire peut-être 40 000 prostituées qui arpentaient les allées du Palais Royal et qui racolaient les hommes. Suivez-moi, j'ai une jeune paysanne, toute neuve. Monsieur le chevalier de Saint-Louis, voulez-vous me suivre? Venez. Ne suis-je point à votre goût? Oui, vous êtes fort jolie. Et Henri Paulin, qui notait tout dans ses carnets, a laissé plusieurs descriptions très vivantes de ses rencontres avec les femmes de petite vertu. Et il y a des dialogues qui sont véritablement très corsés. Henri Paulin, évidemment, portait des jugements moraux et il disait comment peut-on fréquenter de telles créatures. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il les regardait de très près, puisqu'il remarque lors de son deuxième voyage qu'il y en a de nouvelles. Il écrit quelque part, il y en a de nouvelles, ce qui prouve qu'il savait très bien les différencier par rapport à celles qui auraient pu être considérées comme les anciennes. Lors de ce second voyage en France, Henri Paulin Panon des Bassins exprime plusieurs fois son amour pour Ombline à travers ses courriers et son amertume de ne pas être à ses côtés.
À sa décharge, le fait est que les troubles révolutionnaires qui ont éclaté font qu'il ne peut pas se rendre à Bourbon avant l'année 1793. En France, en effet, on sonnait les trompettes d'un soulèvement populaire inconcevable, la Révolution française. Celle-ci a fait son œuvre, jetant à bas les puissants et ouvrant une nouvelle ère pour les peuples opprimés. Un nouvel horizon que l'on chante désormais sous les noms de République ou de Nation. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, puis la mise à mort du roi et de la reine de France, marquent symboliquement ce grand renversement idéologique et social de l'ordre établi. Dire que l'impact de cette Révolution française, que l'influence de son symbole n'a pas engendré de remous, de turbulences, d'instabilité dans les colonies esclavagistes serait mentir. C'est un séisme, dont les déflagrations se sont bien entendu fait ressentir jusqu'à Bourbon. Mais, plus que l'angoisse des possibles révoltes d'esclaves, à l'imitation des sans-culottes de Paris ou des esclaves de Saint-Domingue, c'est le présage d'une abolition radicale de l'esclavage par la nouvelle République française qui obsède et inquiète les colons blancs de ces sociétés de plantation. Desbassins, à ce moment-là, a décidé de repartir assez rapidement. À votre bon cœur, mon bon monsieur. Et donc d'abréger l'éducation de ses enfants, les petits, et également de faire repartir les grands. Et donc il a accéléré son départ, qui a eu lieu au mois de septembre de Paris. Mais il se trouve qu'il a été arrêté à plusieurs reprises parce que sur sa voiture, il y avait des effigies aux armes du roi et qu'il avait lui-même une tabatière avec un portrait du fils de Louis XVI. Et en plus, il avait des documents très bizarres qui ont attiré en quelque sorte la curiosité des gens de police. Il se trouve que ces documents étaient des patentes de la franc-maçonnerie. C'est un franc-maçon qui a identifié ces papiers maçonniques et qui l'a aidé à partir. Mais Desbassins était si marqué par la crainte d'être arrêté que la voiture, en quelque sorte, qui transportait Desbassins et sa famille, a roulé toute la nuit pour mettre le plus de distance possible entre Paris et lui. Et donc ensuite, il est arrivé à Lorient, et là, il a pu ensuite s'embarquer, mais après avoir prêté serment de fidélité à la République. En effet, le 6 octobre 1793, Henri-Paulin Panon Desbassins prête serment à la République française. Il fait cela pour obtenir son certificat d'embarquement, en vue de rejoindre son île natale. Et là, le capitaine Labuse lui demande s'il est pirate. Le bougre, droit dans ses bottes, lui répond « Bah non, moi je suis cuistot !» Mais il emmenait pas large. Les gars comme Labuse avaient les rires aussi faciles que le couteau. Et un mot de trop, et c'était le grand voyage. Maintenant, je vais vous chanter un petit air du pays, mes gaillards. Donne-moi de ton Timothée. Oh, vogue de la galère, et c'est la misère, vogue les matelots. Oh, vogue de la galère, il était corsaire de Saint-Malo. Une nuit sur l'océan, un matelot dans la lune vit dans un rayon de lune, frégate anglaise sous le vent. Oh, vogue la galère, dit c'est la misère, vogue et matelot. Oh, vogue la galère, il était corsaire de Saint-Malo. Desbassins rentre à Bourbon. Cependant, fatigué par ses voyages et la vie parisienne, il ne peut plus être le même.
L'homme a vieilli et n'a plus la même énergie, ni la fougue d'antan. Il demeure pourtant un visionnaire. La France étant en guerre, il a la lucidité de se tourner vers les États-Unis, où il envoie 2 de ses fils, Henri-Charles, dit Montbrun, et Philippe, dit Richemont, pour représenter les intérêts de la famille et faire du commerce. Cependant, en cette journée de 1794, où il revient à l'habitation de Saint-Gilles-les-Hauts, beaucoup de choses doivent se bousculer dans l'esprit de Madame des Bassins. Elle n'a pas encore 40 ans. Et voilà qu'elle voit revenir cet époux devenu vieux, qui a passé tant de temps à l'étranger, au point qu'ils ont l'impression de ne plus se connaître. Elle, qui a gouverné le domaine toutes ces années, voilà qu'elle doit à nouveau laisser les rênes à son mari, redevenir une mère au foyer, la femme d'un grand colon. Tenez, Omblin. Cela forcément a dû être une situation délicate à gérer sur un plan moral pour cette femme de caractère. Monsieur des Bassins ne reste pas inactif, malgré les fatigues dues à l'âge et aux angoisses de toutes sortes qu'il ressent depuis la Révolution française. La vie politique locale finit par le tenter, et il accepte de représenter la ville de Saint-Paul au sein de la nouvelle Assemblée coloniale. Assemblée dont l'œuvre primordiale fut avant toute chose de rejeter le décret de l'abolition de l'esclavage de 1794, qui ne sera donc jamais appliqué dans les Mascareignes. Ce fut là sa dernière mission. Dans l'océan Indien, il n'y a pas de velléité française, depuis Paris, d'imposer le décret du 16 Pluviôse en 2, qui n'a jamais été appliqué. Pourquoi? Parce que si jamais on avait eu cette prétention, les colons auraient peut-être fait sécession et seraient placés sous protection anglaise pour échapper à l'abolition. Donc l'Angleterre est une menace, bien entendu, parce qu'elle est là, mais ça peut aussi être un recours. Henri-Paulin Panon des Bassins meurt le 11 octobre 1800. Juste avant sa mort, il était d'ailleurs très fatigué, déjà très malade. Il va connaître une longue agonie, un an de maladie. Ces derniers moments ont été très durs. On ne dit pas de façon très précise quelle était la nature de sa maladie, mais on peut supposer qu'il a eu des sortes d'attaques cérébrales et des Bassins donc avait plus de 70 ans. La mort, seule, viendra donc mettre un terme à la vie aventureuse d'Henri-Paulin Panon des Bassins, l'empêchant de prendre part à cette dernière bataille dont il rêvait tant, la bataille de Bourbon, son île natale, contre les Anglais. Ce 11 octobre 1800 voit également une nouvelle vie commencer aussitôt pour Madame des Bassins, laquelle va pouvoir sortir définitivement de l'ombre de son mari. L'heure de la plénitude de son règne est désormais venue, qui durera encore plus de 40 années. Mais comment est-elle perçue à Bourbon, parmi la caste des grands propriétaires, parmi l'élite coloniale? On dit du bien de cette femme, certainement. On se raconte que c'est une dame volontaire, très active, travailleuse organisée et fervente chrétienne de surcroît, qui veille, dit-on, sur ses propriétés avec la perspicacité, l'autorité et la sévérité d'un homme. On loue son sens des affaires, un héritage sans doute de son père Julien Gonod-Montbrun. Mais, quoi qu'il en soit, un fait demeure aux yeux de tous ces colons créoles. C'est une femme. Il est certain que
Ça devait être une image quand même exceptionnelle pour l'époque, de voir une femme qui avait donc 45 ans, quand son mari est mort, diriger tant d'hommes et tant de puissance. Nous sommes quand même dans une société qu'on appellerait aujourd'hui très machiste. Les femmes au XVIIIe, et même pendant la Révolution, n'ont pas eu d'importance. Il suffit de voir la Révolution française, les héroïnes du féminisme français ont été guillotinées. Imaginez ce que ça pouvait être dans une société coloniale. La femme maître des affaires était une figure exceptionnelle. Ombline des Bassins menait une vie mondaine très active. Elle recevait toujours à sa table des personnalités politiques et religieuses de l'île, ainsi que les grands voyageurs de passage. Une façon pour elle d'étaler sa fortune, tout en pratiquant l'hospitalité. Cependant, le faste des cérémonies et des réceptions à l'habitation de Saint-Gilles-les-Hauts pouvait susciter bien des jalousies parmi l'aristocratie créole de l'époque, et n'excluait pas pour autant un climat d'inquiétude pesant. L'une des craintes de Madame des Bassins, partagée par la majorité des colons de l'île, était bien entendu celle de l'abolition de l'esclavage. C'est dire combien le rétablissement officiel de l'esclavage en 1802 par Napoléon Bonaparte a pu être ressenti comme un soulagement par tous ces grands propriétaires. L'arrivée dans l'île du gouverneur-capitaine général Decamps, porteur de cette bonne nouvelle, rendit l'espoir aux colons esclavagistes, qui n'avaient jamais cessé leur pratique malgré la première abolition de 1794. Soucieux de retrouver la confiance des Blancs de l'île, le gouverneur impérial rétablit officiellement le Code noir, durcissant même les peines et sanctions à l'encontre des esclaves récalcitrants. Madame des Bassins, on le sait, applaudira à toutes ces nouvelles mesures, félicitant de vive voix le nouveau gouverneur pour son courage politique. Mais le contexte devient bientôt clairement défavorable aux grands propriétaires de l'île. Une autre angoisse séculaire prend corps. La peur de l'anglais, si vivace à l'époque, se cristallise définitivement à l'heure de l'invasion de la colonie par la perfide Albion. Le 8 juillet 1810, une escadre anglaise de 21 bâtiments, placée sous les ordres du commodore Josias Rollet et rassemblée au large de Saint-Denis, initie le débarquement de troupes anglaises au nord de l'île. Plusieurs milliers de soldats, commandés par le lieutenant-colonel Keating, se ruent alors à la bataille et viennent rapidement à bout des insulaires. C'est le 9 juillet 1810 que l'île Bonaparte, à savoir la Réunion, devient officiellement anglaise. L'acte de capitulation prend effet à 10 heures du matin. La colonie retrouve alors son ancien nom d'île Bourbon. La menace anglaise, elle est générale. C'est-à-dire que l'océan Indien n'est qu'un miroir du conflit planétaire entre la France et l'Angleterre. La crainte était plutôt dans la destruction et dans la déstabilisation en fait d'un modèle. La réaction des Bassins, c'est une réaction de ceux qui sont à la tête, l'aristocratie ou les gros planteurs, d'une colonie de peuplement. Mais Madame des Bassins gère bien ses affaires, puisqu'elle s'adapte. C'est une femme qui sait s'adapter. Les des Bassins ne rejettent pas fondamentalement l'occupation anglaise, alors qu'une centaine de familles de gros propriétaires réunionnais ont refusé de signer le serment d'allégeance au roi Georges, comme par exemple Robinet de la Serve. Les des Bassins passent ce serment. Il semblerait que Madame des Bassins, d'après certaines sources, sans avoir fait venir les Anglais, se soit tout à fait accommodée de leur présence. Elle va se compromettre avec les Anglais. Elle reçoit les Anglais à sa table. Elle n'est plus du tout, elle n'est plus française. Elle est dans la collaboration, il faut le dire le terme. Parce qu'elle pensait, à juste titre d'ailleurs, que les Anglais
ne serait pas une menace vis-à-vis du système esclavagiste. Farquhar, le nouveau gouverneur anglais des Mascareignes, apaise donc rapidement les craintes des notables créoles. Il n'entend pas mettre fin à l'esclavage, ni ébranler l'édifice par des mesures brutales. L'essentiel est maintenu. L'esclavage n'est pas aboli. Les esclaves de Bourbon doivent continuer à montrer une obéissance totale à leur maître, sous peine de mort. Cependant, un an plus tard, au début du mois de novembre 1811, va se produire ce que tous les maîtres blancs de la colonie redoutaient plus que tout. Venant des hauts de la bourgade de Saint-Leu, les rumeurs d'une prochaine révolte se répandent comme une traînée de poudre dans les camps serviles de l'ouest de l'île. Un certain Élie, esclave forgeron de Célestin Ibon, avec quelques autres, veulent profiter de l'instabilité actuelle et déclencher une insurrection. Nous debout Zandi et nous sa bataille avec Bonelli. Allons capable nous liberté. Nous mamans va souvenir nous pendant longtemps. Si nous toutes nous révoltons à soir, Banal a besoin de nous. C'est à soi même il faut nous lève. Hippolyte! On sait que ces esclaves de Saint-Leu iront jusqu'au bout de leur entreprise. Ils se sont armés et se sont fabriqués un drapeau. Mais dans les camps d'habitation des localités alentours, c'est bien la peur des représailles qui l'emporte. Tous savent ce que l'on risque en se révoltant contre les maîtres. Les tortures, les fers, la mort. Très peu de Noirs, finalement, prendront ce risque. Les esclaves de l'habitation de Madame des Bassins, à part quelques-uns, ne dérogeront pas à cette défection générale. Comme souvent, la délation et la peur auront eu raison de cette insurrection noire. La révolte des esclaves de Saint-Leu, qui éclate le 8 novembre 1811, échoue de manière tragique et sera réprimée dans le sang. En 1811, il y a cette grande révolte d'esclaves de Saint-Leu qui marque les grands propriétaires, qui traumatise tous les colons de l'île, la population blanche de l'île. La discipline va être encore plus forte. Le contrôle des esclaves après 1811 dans les camps, et notamment le camp de Madame des Bassins, le contrôle des esclaves est total. Face au temps qui passe et qui, année après année, vous enlève ceux qui vous étaient chers, il n'y a jamais aucune parade, aucune esquive possible. La mort a toujours dû être une donnée présente, une idée lancinante dans l'esprit de cette maîtresse d'habitation. Entrant dans les années où le temps commence à vous montrer les signes de sa toute-puissance, Madame des Bassins devait sentir la mélancolie envahir son âme. Il était temps pour elle de s'appuyer pleinement sur ses héritiers, et notamment son fils, Charles des Bassins, pour conduire les affaires familiales. Il était temps pour elle de se consacrer davantage à la christianisation de ses esclaves et à la vie mondaine, dans son château de Saint-Gilles-les-Hauts, où se donnaient des festins mémorables, où l'on servait ces fameux sorbets fabriqués à partir de la glace, transportés à dos d'esclaves depuis les montagnes du Maïdo. C'est dans cette position nouvelle pour elle qu'elle va assister au grand tournant économique du clan des Bassins vers la culture de la canne à sucre. Alors l'intérêt pour le sucre, il s'explique clairement. Premièrement parce que le café et le coton ne sont pas rentables, et deuxièmement parce qu'au début du XIXe siècle, la France a perdu l'île de Saint-Domingue, qui était le grenier à sucre de la France métropolitaine et de l'Europe,
Elle a perdu également l'île Maurice où on fabriquait déjà du sucre depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et donc c'est la chance pour les gros propriétaires novateurs, ceux qui veulent aller de l'avant, c'est la chance de se convertir à la culture de la canne et à la fabrication du sucre. La question des cultures vivrières avait toujours été un point crucial dans la réflexion de Madame des Bassins. Mais au début du XIXe siècle, l'île se couvre littéralement de champs de canne à sucre et d'usines à vapeur, au détriment des cultures vivrières et des espaces cultivés en caféiers. Les mutations qui se produisent dans cette période menacent même l'équilibre de l'habitation traditionnelle. Cet engouement des Bassins pour la canne à sucre inquiète vivement les administrateurs locaux, qui redoutent comme conséquence une crise alimentaire. Vous dites qu'on a seulement cette idée-là dans votre tête. Construire bonne sucrière un peu partout. Si plaît à Dieu, mais j'espère. Vous êtes venu à bout ce grand travail-là. Mais seulement, mais il veut pas que vous oubliez. Dans le temps la disette, quand on n'avait point mangé pour tout le monde Bourbon. Notre maïs la sauve à nous. Il faut nous continuer plante notre maïs, notre légumes, pour nourrir l'habitation. Bon, on connaît tout ça là. Tracasse pas toi. Mais tracasse à moi si m'y veut. Mais connais encore que ça que les bonbons de notre famille. Ça va écouter à moi, mon enfant. Elle représente un pôle modérateur. Charles, c'est le sucrier qui a sans doute la conception la plus sûre, la plus claire de l'industrie sucrière. Madame des Bassins est sans doute une femme qui a su s'affranchir de la routine agricole dont beaucoup de gros planteurs réunionnais n'ont pas réussi à s'affranchir, mais qui a quand même malgré tout modéré Charles. Elle a sans doute aussi la main sur le capital. Et de ce point de vue-là, elle a également exercé une action modératrice sans véritablement freiner le dynamisme. En 1819, le gouverneur Milius tente de s'opposer aux sucriers, et notamment aux des Bassins. Mais ces derniers, forts de la nomination de Joseph de Villèle, gendre de Madame des Bassins, comme ministre de Louis XVIII puis de Charles X, vont réagir vigoureusement. Ils obtiennent le départ du gouverneur Milius, qui est nommé à Cayenne, et laissent l'île aux mains d'Ombline, ou plutôt de ses fils. La production réunionnaise va exploser, 10 millions de tonnes dans les années 1830, puis on va passer à 30, 40, pour arriver à 75 000 tonnes dans les années 1860. L'économie réunionnaise, sous cette impulsion puissante du clan des Bassins, va se transformer en une économie capitaliste. Et le sort des esclaves de l'île, du fait des impératifs de rentabilité induits par la culture sucrière, va sensiblement se dégrader encore. Au XIXe siècle, le fossé se creuse définitivement entre le clan des Bassins et les moyens propriétaires, surnommés les francs créoles. La puissance conservatrice des Bassins se confronte aux tendances plus libérales de certains autres colons. Madame des Bassins, quant à elle, fatiguée par toute cette activité déployée, entend désormais vivre de ses rentes et consacrer son énergie au service de l'Église catholique. Pour elle, en effet, il convient désormais de moraliser les Noirs et d'organiser leur existence sur le modèle de la famille chrétienne, en les polarisant autour du clocher de sa chapelle privée, la chapelle Pointue, qu'elle a fait ériger en 1841. À partir des années 1840, il est clair pour les propriétaires que l'esclavage va être aboli et que les esclaves vont être libres. À ce moment-là, il est indispensable que cette population libre puisse s'intégrer à la société et donc qu'elle partage les mêmes valeurs religieuses que les maîtres pour se retrouver sur un minimum, on va dire, de points d'entente. Et c'est à ce moment-là qu'une partie des maîtres, dont les des Bassins,
vont comprendre qu'il est indispensable de christianiser les esclaves. Donc on veut préparer les âmes. Que sera cette société coloniale demain si ces esclaves sont libérés? C'est une véritable hypocrisie coloniale. Le 4 février 1846, Marie-Anne Thérèse Ombeline Gonneau-Montbrun, veuve d'Henri Paulin Panon des Bassins, décède sur sa propriété de Saint-Gilles-Léo. Elle a près de 91 ans, un âge canonique pour l'époque. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, La mort de la dame de Saint-Gilles-Léo intervient comme par une dernière ironie du destin, comme un symbole voulu par la grande histoire, 2 ans avant l'abolition de l'esclavage, qui aura lieu à La Réunion le 20 décembre 1848. Mes amis, les décrets de la République française sont exécutés. Vous êtes libres, tous égaux devant la loi. Vous n'avez autour de vous que des frères. Cette maîtresse d'habitation et esclavagiste convaincue ne verra donc jamais la fin du système qui aura fait la puissance et la fortune de sa famille. Elle va laisser le souvenir d'une femme cruelle. Elle va laisser le souvenir des souffrances. Elle est l'incarnation des abominations d'un système qui est l'esclavage, qui était là présent dans l'île au début de la colonisation et qui meurt en 1846, toutefois une mort symbolique, mais qui meurt en 1846 avec Madame des Bassins. nos plus pauvres regrettent déjà celle qu'ils ont si bien surnommée leur seconde providence. Et nous tous, nous regrettons une bienfaitrice. Cependant, la défunte Ombeline des Bassins, que l'on enterre dans le cimetière de Saint-Paul, parmi les siens, en 1846, avant de déplacer ses restes 20 ans plus tard sous le marbre de la chapelle Pointue, la Dame des Bassins va bel et bien se relever de son lit de mort et accéder dans la mémoire populaire, dans l'imaginaire créole, aux dimensions d'un véritable mythe insulaire. Le temps de sa légende noire pouvait désormais commencer et venir remplir les silences de l'histoire de l'île. Dans le domaine de la connaissance du passé réunionnais, il y a beaucoup d'obscurités qui demeurent. Et l'on peut penser que ces obscurités ont été voulues. Il est certain que des problèmes qui pouvaient apparaître plus tard, ensuite, par la suite, comme des problèmes compromettants pour l'image de certaines familles ou de certains politiques, ont été en quelque sorte effacés délibérément des sources d'archives. Des documents ont certainement disparu. Il y a eu une espèce de chape du silence qui s'est instaurée surtout autour de l'esclavage, mais aussi autour d'autres problèmes. Il me semble qu'il y a eu un désir de blanchir la figure de Madame des Bassins et toute son histoire. Lorsque j'ai eu à écrire mon roman en 1985, automatiquement, je me suis rendu aux archives départementales pour faire des recherches. Et là, je me suis heurté à un vide. Il n'y avait pratiquement rien. On a de Madame des Bassins une connaissance indirecte. On n'a pas de témoignage de sa main. On a des archives qui concernent l'esclavage et beaucoup de ces archives d'ailleurs ont disparu, soit qu'elles aient été détruites par l'usure du temps, soit qu'elles aient été systématiquement détruites, soit qu'elles soient d'ailleurs toujours cachées dans des familles qui sont à La Réunion ou en métropole. L'histoire de La Réunion fut écrite et racontée dans nos livres par les descendants même des anciens maîtres blancs. Cette histoire, livrée par les chroniques coloniales, était nécessairement une histoire manipulée, travestie, guidée par une idéologie de l'amnésie et de la déculpabilisation. Elle tendait à édulcorer les faits,
et à livrer l'image d'un esclavage doux et paternaliste à Bourbon, où les maîtres pouvaient même devenir des êtres providentiels pour leurs esclaves. Ils ont raconté une histoire qui provenait des membres de leur famille et qui ne pouvaient pas faire la part belle à l'esclavage, parce que c'était un temps qui, pour eux, n'avait pas été un temps trop élogieux. On sait qu'à la fin du XIXe siècle, le gouverneur de Lille, ayant remarqué l'entassement des documents d'archives, avait décidé de nommer une commission afin de traiter cette documentation. Celle-ci se sera essentiellement acharnée à détruire les archives concernant l'esclavage et le marronnage. Si les archives ont été détruites, d'abord il faut savoir que ce n'est pas propre à la Réunion. Dans toutes les anciennes colonies, il y a eu destruction d'archives. Il faut savoir qu'aussi qu'en métropole, il y a beaucoup d'archives qui ont été détruites au moment de la Révolution. À la Réunion, est-ce qu'elles ont été détruites par les Desbassins? Pas forcément par eux, mais sans doute par un groupe qui était formé par les grands intérêts économiques et politiques de l'île, associés aux grands intérêts métropolitains, qui ne souhaitaient pas voir perdurer un certain type de documents. Et je pense que c'est important de dénoncer cela, mais pas seulement. Je pense aussi qu'il faut lancer un appel aux propriétaires qui possèdent encore ces sources, parce que c'est un moyen pour nous de les diffuser et de pouvoir mettre à la disposition de la population l'appropriation de leur propre histoire. On n'est plus dans la période de la culpabilité, on est dans la période de la connaissance, de la reconnaissance et je dirais de la résilience. Et aujourd'hui, c'est ensemble que nous devons collecter ces sources. Il n'y aura pas eu de révolte qui aura renversé le règne de Madame Desbassins de son vivant. Toutefois, il y a eu une révolte de la mémoire populaire qui s'est confrontée aux forces de l'inertie, de l'amnésie et aux falsifications infligées à la grande histoire. Ce sont ces trous noirs de la connaissance que la tradition orale, la mémoire populaire et les légendes créoles sont venus investir et incarner avec leur matière chatoyante. Les anecdotes qui nourrissent la légende de Madame Desbassins sont nombreuses. Quand elle est devenue une maîtresse d'habitation, une maîtresse femme, on a dit qu'elle a demandé à ses commandeurs donc de diriger la propriété, le chabouk à la main. On a dit qu'elle-même, elle réveillait ses esclaves avec le fer, elle les tisonnait. On a dit aussi qu'elle les piquait avec les talons aiguilles de ses souliers, qu'elle enfermait les esclaves dans les cachots où ils meurent ensuite étouffés. Et on a dit également, par exemple, qu'elle donnait aux cochons à manger les enfants des Noirs. Et quand on va à la glacière, dans les Hauts de Saint-Gilles-les-Hauts, on dit que la glacière, c'est le tombe des esclaves martyrisés. Et donc, le bande d'esclaves qui étaient envoyés là-bas, ils devaient casser la glace là et apporter la glace à pied jusqu'à Sainte-Marie, où ça, les enfants de Madame Desbassins l'étaient, par exemple. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce bande d'esclaves-là, quand, par exemple, vous avez ce gros bloc de glace dessus la tête, ils arrivent à Zot, parce que j'étais pieds nus, parce que ils marchent justement sur un sol qui était presque gelé, ils arrivent à Zot de tomber. Et quand ils tombent, ils écrasent le bloc de glace, et Zot étaient punis. Et il dit que certains esclaves ont été punis, pas seulement à coups de chabouk, mais il a été puni tout simplement à être enterré dans des trous vivants, tout à fait vivants. Après sa mort, son fantôme apparaît partout. Et lorsque il y a des éruptions volcaniques au piton de la Fouanaise, on dit « chauffez, chauffez, Madame Desbassins ». On entend grincer les chaînes, on entend quelqu'un crier, pleurer. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit « c'est le diable qui fouette Madame Desbassins, elle doit payer pour ses crimes et doit demander pardon ». Grand diable
en a un esclave à son service. Ces esclaves-là, c'est Madame Desbassins, qui était lui-même propriétaire d'esclaves. Alors comment tout d'un coup, un propriétaire d'esclaves est devenu esclave lui-même? Et à chaque fois que le grand diable a besoin fait péter le volcan, eh bien, il prend son sabouk. Et comme Madame Desbassins il sabouk son bande d'esclaves dans le temps, eh bien, lui aussi, il sabouk Madame Desbassins. Et il crie, sauf Madame Desbassins, sauf! Et là, tout le monde y connaît que volcan, ça va péter. Et ensuite, un des derniers faits qu'on peut retenir peut-être, lorsque la dalle de sa tombe s'est brisée durant le cyclone de 1932, tout de suite on a dit que c'est le diable qui a envoyé la foudre pour punir encore une fois Madame Desbassins. Donc elle ne dort jamais tranquille, elle est toujours là au volcan, liée également à la symbolique du volcan, aux laves qui sont crachées, au feu, au sang, à la violence. Avec Madame Desbassins, cette puissante et autoritaire maîtresse d'habitation, cette pieuse matriarche et aimable grand-mère, cet esclavagiste corps et âme, cette figure tutélaire des légendes créoles, cette diablesse de l'esclavage et seconde providence à la fois, nous sommes bien dans la réflexion d'une image au symbolisme contradictoire, d'un visage double et instable, selon l'angle de regard qu'on lui porte. Un être situé entre la béatification et la diabolisation. Et donc, selon le regard que l'on porte sur elle, selon la population à laquelle on s'adresse, la minorité coloniale, les gros blancs, elle est la seconde providence. C'est un exemple de réussite économique, même s'il y a eu des jaloux, de l'ascension sociale. Mais elle s'occupait des âmes. Pour l'Église, c'est la providence, puisqu'elle baptise, elle fait baptiser des esclaves dans sa chapelle. Et puis, pour la grosse majorité de la population de l'époque, c'est-à-dire 80%, les esclaves, elle est la diablesse incarnée. Lorsqu'on a aboli l'esclavage en 1848, on a remis la liberté à plus de 62 000 esclaves, c'est-à-dire 62 000 hommes, femmes, enfants qui ont souffert pendant des années et des années, sans pouvoir rien dire, parce que si le maître blanc avait la possibilité de raconter son histoire, l'esclave, lui, n'avait aucune possibilité, si ce n'est par l'oralité, par la parole, par le verbe, et automatiquement, pour pouvoir, j'allais dire, guérir, et même se guérir de cette douleur incroyable, il y a eu une cristallisation qui s'est faite sur le nom et sur la figure de Madame Desbassins, afin de pouvoir faire ce travail de deuil. C'est à travers toute cette histoire qu'il faut retirer des éléments pour comprendre pourquoi on a une certaine haine qui s'est figée sur la personne de Madame Desbassins. Madame Desbassins incarne quelque part le retour instinctif de notre refoulé historique. Un spectre de notre histoire, revenant du passé pour affronter notre regard présent et nous questionner sur nous-mêmes. Elle est une figure autour de laquelle tourbillonne le maelstrom de deux idéologies contraires. L'idéologie de l'esclavage doux et paternaliste, et l'idéologie du sadisme et de la diabolisation des maîtres blancs de Bourbon. Le mystère d'Ombline Desbassins, la plus célèbre réunionnaise de l'histoire, morte le 4 février 1846, après une vie tellement accomplie, n'a sans doute pas fini de nous questionner.